Bienvenue pour ce premier épisode du podcast de Christophe. Je suis vraiment content de vous faire écouter ce premier épisode. Je suis parti à la rencontre de Pierre Sella, donc, qui est éducateur sportif en roller freestyle. Donc on va voir son parcours professionnel, mais aussi ce qui fait l'équilibre avec sa vie personnelle. Donc Pierre est fondateur de Rool, de la team Rool, R-O-O-L. Je vous mettrai tous les détails dans la description. Donc en fait, c'est un réseau de professionnels qui vous montre des initiations, de la compétition, des découvertes, de la formation, tout ce qui est événement pour vous faire découvrir le roller. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse tout de suite écouter le premier épisode. Et bonjour Pierre. Oui, bonjour aussi. Oui, donc ça Donc, ravi de t'accueillir dans ce premier épisode. Tu as commencé le roller donc à l'âge de 14 ans, c'est ça ? C'est bien ça. Voilà. Ces informations sont exactes. Bon, comment ça t'est venu ? Comment ça s'est passé tout ça, ouais ? Les années un peu avant 2000, c'est la mode. Oui, quand même bien avant 2000, c'est la mode. Du coup, les copains en font et puis moi j'en fais. Voilà, je suis au collège et puis tout le monde en fait un petit peu dans la rue, donc les copains aussi et je les suis. C'était quoi ? Du patin roulette ou c'était des en ligne déjà ? Il y avait un peu les deux. Il y avait des copains en quad et des copains en patin en ligne. Mais moi j'ai commencé par les patins Décathlon en ligne, des Bauer F2. D'accord. Et voilà. Et puis rapidement après, il y avait un des copains qui en faisait dans un club et du coup, j'ai été invité dans le club et puis voilà. Après, c'était où ? Le club ? Ouais. Saint-Jean de Liversay, les sauterelles liversoises, dédicace à Yannick Dioclès et Jonathan Verbaer. Bon, ils se reconnaîtront. Ok. Quand tu as commencé, qu'est-ce que ça t'a apporté ce sport ? Un peu la paix, parce que j'ai commencé, il fallait absolument que je fasse un sport pour mes parents, et puis ou une activité, mais je trouvais pas quelque chose qui me plaisait. Et puis là, j'ai découvert ça avec les copains. J'avais pas du tout l'idée que ça puisse être un sport qu'on puisse faire comme j'avais fait le tennis ou les trucs comme ça. Et puis en fait, à mes parents, ça leur allait bien parce que je me débrouillais, ça coûtait rien. Ils m'avaient juste acheté une paire de rollers et j'en faisais comme je voulais. Et au début, j'avais juste le droit de sortir faire un tour du pâté de maison et je repassais devant la maison, je sonnais un coup pour dire « Il ne m'est rien arrivé ». Je suis bien là. Et je refaisais des tours comme ça. Et puis plus ça allait, plus j'avais le droit de faire des grands tours. Et en fait, c'était la liberté, quoi, déjà. Donc vraiment cette sensation de liberté. Ouais, liberté, je peux partir de chez moi, faire un tour, aller plus vite que tout le monde, me balader, aller où je veux, être à la fois piéton, vélo, aller sur la route, les trottoirs, les escaliers, tu pouvais aller partout, quoi. Ouais. La Rochelle, c'est plat. Ouais. Donc t'as l'avantage de tout de suite, dès que tu es dans une ville comme ça, tu peux aller dans tous les sens. Dans tous les recoins, tout ça, ouais, t'étais pas bloqué à une descente ou quoi que ce soit. Ouais. À quel moment tu t'es dit, donc tu étais dans un club après, donc comme tu as dit tout à l'heure, tu t'es affilié à un club, et à quel moment tu t'es dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi, j'aimerais bien vivre de ça. Alors je me suis dit ça vraiment beaucoup plus tard, parce que j'ai passé rapidement, donc je me suis investi dans des clubs, il y avait un club finalement pas très loin de chez moi, j'y suis allé aussi, etc. Mais voilà, je donnais des cours bénévolement, j'ai passé un BI, les brevets fédéraux, les trucs comme ça, le BAFA, tout ça. Et en fait, après, j'ai passé mon bac, et après le bac, il fallait faire quelque chose. Et bon, j'étais pas très très chaud à faire des trucs, moi, donc j'ai un peu négocié une année sabbatique avec mes parents. Donc t'étais pas bon élève, on peut dire ? Moi j'ai eu mon bac au rattrapage. Je faisais ce qu'il fallait pour avoir le bac, quoi. Ouais, vraiment, ça a été un peu dur quand même sur la fin. Sur la fin, je trouvais pas du tout de sens à tout ce que je faisais, à toutes ces heures que je passais, à ma vie que je passais. J'y voyais pas de sens. T'étais pas à ta place. Non. Ouais. Et du coup, j'ai négocié une année sabbatique. Et pendant cette année sabbatique, en fait, j'ai pris des cours pour être éducateur sportif. Et alors là, j'adorais l'école. Alors là, tout d'un coup, j'ai adoré l'école. Je recopiais mes cours et tout. Et puis après, je donnais des cours aussi bénévolement, à droite à gauche. J'allais faire des compètes à fond.
Je faisais un peu des expériences aussi pour être éducateur spécialisé parce qu'à la base c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai appris un peu le langage des signes, j'ai passé un peu de temps avec des autistes, des trucs comme ça. Resto du cœur, tout ça. Et là, le président du club, Yannick Dioclès, m'a dit « Tu voudrais pas bosser avec nous ?» Et voilà. Et l'année d'après, j'avais commencé à passer un diplôme, mais je savais même pas pourquoi. Enfin, j'y croyais pas vraiment, je sais pas. C'est parce qu'il y avait des copains qui faisaient ça, moi j'avais rien à faire. Et voilà, et du coup, j'étais salarié, quoi. Salarié, d'accord. Donc, ça, t'avais quel âge ? 19 ans ou 20 ans, je sais plus. 2001, 19 ans. D'accord. Donc, t'as pas vraiment eu de difficultés pour devenir pro ou salarié, quoi ? Non, j'ai vraiment eu la chance, tout s'est aligné, quoi. J'avais une année sabbatique où j'avais pu passer mon diplôme. Ce président de club qui avait un club, vraiment, les Sauterelles, c'était une institution déjà à l'époque. Yannick était un bénévole, mais qui donnait tout. Il a donné sa vie aux gamins, quoi. Et puis il y avait Lionel Jospin, qui avait lancé les emplois jeunes. D'accord. Et sans ça, je pense que ça aurait pas été possible, en vrai. Et le but, il donnait 80% du salaire pendant 5 ans et tu devais pérenniser ton poste. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ça et qui n'ont pas du tout pérennisé leur poste. Mais nous, on l'a vraiment fait. Après, j'ai eu la chance d'avoir un président de club qui s'appelait Thierry Violo, qui était incroyable. Et lui, il a dit « Ok, il faut qu'on pérennise ton poste. » Et on a pérennisé le poste, quoi. Ok, donc t'as eu les bonnes personnes au bon moment. Ouais. T'ont... J'ai eu des rencontres, des personnes incroyables. Ouais. D'accord. Bon, mais super. On va continuer avec... alors, on va pas obligatoirement faire ça de façon chronologique. Je vais te donner, par rapport à ton parcours, j'ai vu que tu avais 4 casquettes, quoi. Donc, je vais te les énumérer et tu vas en choisir celle que tu préfères et celle que tu as le moins appréciée. De toute façon, on va quand même toutes les voir. D'accord. Donc, il y a le côté compétiteur. Ensuite, il y a le côté entraîneur, formateur et entrepreneur. Alors, celle que tu préfères ou que tu as préférée, ouais, parce que je ne sais pas si tu as toutes ces casquettes encore. Waouh, celle que je préfère. Je dirais que c'est entraîneur, mais je me considère plus comme entraîneur. Pour moi, il y a une différence entre entraîneur et éducateur. Éducateur, ouais. Et aujourd'hui, je me considère vraiment comme éducateur et beaucoup moins comme entraîneur. Alors que j'ai commencé vraiment entraîneur. Bon, en gros, pour moi, la différence, c'est que quand tu es entraîneur, tu fais de la technique. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver des terminologies différentes, mais pour moi, l'entraîneur, il est très sur l'aspect technique et il vise un aspect principal, c'est la progression. Et autour de ça, il y a aussi les 2 autres piliers qui pour moi sont importants, c'est progression, plaisir, sécurité. Donc tu vises les 3, mais tu as peut-être un accent un peu plus progression. Et ça pour moi c'est l'entraîneur. Mais à la limite, même sur les 3, même si tu vises les 3, pour moi tu es un entraîneur. Mais moi je me considère éducateur parce que mon but c'est pas que les gens... c'est de diffuser certaines valeurs. Et donc, je travaille pour diffuser certaines valeurs et aider les gens à grandir à travers le sport. D'accord, très bien. Ça allait venir vers ça au niveau du public que tu as, les âges. J'ai plutôt les enfants. Les enfants, ouais. Donc, ça démarre à quel âge ? Je peux les prendre à partir de 3 ans. Mais j'avoue que 3 ans, il faut qu'il y ait que des enfants de 3 ans. Et souvent, les gens, ils mélangent les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Ils font, allez, on met tout ça ensemble. Enfin, les clients ou les parents, ils mélangent. Et du coup, les 3 ans, c'est pas du tout pareil que les 5 ans. D'accord, oui. Il y a une évolution entre les deux. Ouais. Donc souvent, maintenant, je dis plutôt les 4-5 ans. Comme ça, si les 4 ans et les 5 ans sont mélangés, c'est pas trop grave. Mais les 3 ans et les 5 ans mélangés, c'est vraiment très compliqué. Et donc tu te disais éducateur, quel message du coup tu essayes de faire passer ou au travers de tes ateliers que tu fais ou tes jeux durant les séances ? Dans les messages qui reviennent souvent, c'est il faut prendre en compte les autres. Donc
réussir à faire attention aux autres dans tes trajectoires, quand tu parles, quand tu te déplaces. Il faut être solidaire les uns avec les autres. Il faut être donc souvent je parle de termes comme ça, quoi. Je parle de solidarité. Alors c'est quoi la solidarité? Bon bah il y a des enfants à 6 ans, ils savent pas ce que c'est la solidarité. Faut que tu leur expliques. Qu'est-ce que c'est qu'aider quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait? Pourquoi est-ce qu'on partage? Ah oui, alors un truc que je dis souvent, c'est dans la vie, il faut partager, parce que souvent, bah, je sais pas, on va sur le tapis, mais ça c'est mon tapis, bah oui, vous allez à 2 sur le tapis, c'est pas grave, dans la vie on partage. Donc il y a des phrases comme ça qui reviennent tout le temps dans ma bouche, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, elles revenaient tout le temps dans ma bouche, quoi. Donc la communication, faut qu'on se parle, ça c'est quelque chose que je dis souvent aussi. Donc quand les gamins qui se tapent, qui se bousculent, qui se crient dessus, quand ils se disent mais non mais c'est à moi, et qu'il le dit en criant, je dis tu peux dire ce que tu veux dire, mais tu le dis sans crier, sans t'énerver. Dis-lui doucement. Alors si je lui dis doucement, ils font ouais mais c'est à moi. Non, non. Alors dis-lui calmement. Ouais voilà, des trucs comme ça. En fait c'est du bien vivre ensemble. Voilà, de vivre en communauté, tout ça, des messages importants pour toi, quoi. Ouais. Ok. Très bien, très belle valeur. Tes clients, en gros, à qui tu as affaire, je dis au point de vue de tes interventions, voilà, sur des clubs, des associations, des écoles. Qui sont mes clients? Oui, qui sont tes clients. Ouais. Quand tu as cette casquette-là, donc d'éducateur, la plupart, et c'est pour ça que j'ai aussi changé un peu les choses. Maintenant, ce sont des clubs locaux, des clubs qui ont entre, on va dire, 60 et 150 adhérents. Donc c'est pas des clubs incroyables qui brassent des centaines de milliers d'euros, hein. C'est vraiment des petits clubs locaux. Je pense qu'il y en a, ils ont des budgets de 30 000 euros, même peut-être même pas, quoi. Voilà, il y en a peut-être qui ont des budgets de 80, ou peut-être des petits 100 000, mais c'est pas des clubs incroyables, quoi. C'est pas des. D'accord. Voilà. Tu as plus de filles ou de garçons? Ou c'est homogène dans tes groupes? Ouais, en fait, j'allais te dire que moi je pensais que c'était homogène, mais on m'a fait une réflexion il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. D'accord. Il y a une grand-mère qui est venue et qui a dit mais il y a que des filles ici. Et du coup, ça m'a fait tilter que c'est vrai qu'il y avait pas mal de filles. Et j'ai un cours adulte où il y a que des filles aussi. Mais enfin quasiment, il y a 2-3 mecs qui viennent de temps en temps, mais c'est plus des femmes, ouais. D'accord. Tes lieux de pratique, c'est beaucoup en intérieur, en extérieur, les deux? Plus en intérieur. Ouais. Puis suivant les saisons, peut-être aussi, ouais. Ouais, on va un peu plus dehors quand il fait beau, mais ouais, c'est quand même plus en intérieur aujourd'hui. D'accord. Bon, écoute, sur cette partie, tu vas me dire maintenant la casquette que t'aimes le moins. Enfin, que t'apprécies, je dirais le moins. Que j'aime le moins, alors c'est peut-être pas que j'apprécie, mais c'est celle où je me reconnais pas, c'est compétiteur. Compétiteur, ouais. Ouais, j'ai jamais été un bon compétiteur, un grand compétiteur. J'ai jamais. Je pense que je pouvais être bon, mais j'en voyais pas l'intérêt, quoi. T'as quand même eu des résultats, tout ça au niveau national, au niveau même mondial, il me semble. Ouais. Ouais, mais je le faisais parce que c'était drôle, je m'amusais, on était avec les copains, c'était le challenge. On va essayer de faire ça, puis je voudrais faire ça, puis je voudrais que les gens me remarquent. Si j'arrive à faire ça, je vais sortir une nouvelle figure, les copains ils crient, ça c'est cool. Mais après, calculer des trucs pour faire un truc qui me plaît pas pour gagner, je le ferai pas. Du coup, voilà. S'il faut faire ça parce que ça te permettra de gagner, non, en fait, si ça me plaît pas, je le fais pas. T'avais pas d'attente au niveau du résultat, quoi. Non. Et du coup, des fois, à t'entraîner juste comme ça, tu gagnes, mais de plus en plus, il y a des règlements. Je sais parce que j'ai été longtemps à la commission technique d'arbitrage. Et il y a des règles qui s'ajoutent et qui juste, moi je trouve, donnent pas envie de s'amuser, quoi, donnent envie de performer. Toi tu veux vraiment, il y a cette notion de plaisir, même en compétition il faut qu'il y ait vraiment cette notion de plaisir. Ouais. De t'amuser, tout ça. Tu vois, à une époque, on avait droit à 3 sauts par hauteur, et du coup je me souviens que tous on s'amusait à faire plein de figures sur les barres faciles. D'accord, les petites hauteurs. Et puis quand on a raté une fois, 2 fois,
Bon, bah, le troisième saut, on dit, bon, celui-là, je vais le passer parce que sinon, je suis éliminé de la compète et je peux plus jouer. Mais même des fois, sur le troisième saut, on s'amusait à prendre un risque. Et pour le spectacle, pour le public, pour dire, vous avez vu, je l'ai fait, alors que. Mais sauf que ça te fait perdre. Oui, oui. Forcément, à jouer comme ça, au bout d'un moment, tu perds. Mais en fait, c'était pas grave, quoi. C'était, j'ai joué, j'ai perdu. Mais au moins, le public a regardé, les gens ont applaudi, les copains ont été bluffés. Ça pousse à aller plus loin, quoi. Donc, il y avait justement, je voulais te demander la relation que tu avais avec tes adversaires, français ou étrangers. Voilà, comment, comme tu as pu le dire, donc c'était plus des collègues, peut-être parfois des copains, des amis, quoi. Ouais, moi, ça a été pas mal ça. Et puis après, ça pouvait être des gens aussi que je respectais beaucoup et que. Parce que j'ai commencé petit, non pas petit, mais bon, après je montais chez les grands, quoi. Puis je progressais, donc j'allais avec les plus forts. Et il fallait se faire respecter aussi. Enfin, pas se faire respecter, mais je voulais peut-être mériter aussi de rentrer dans cette catégorie, montrer que j'étais à ma place, qu'ils se souviennent de moi, donc fallait faire je voulais me dépasser, quoi. T'avais quand même parce que tu dis que pour le plaisir, mais il y a quand même derrière un compétiteur, quoi. Ouais. Ou le besoin de prouver, oui, je peux le faire. Ouais, aussi, ouais. Ouais, peut-être un peu pour moi, mais peut-être pas mal pour les autres. Moi, je pense souvent au public. Ouais. Quand je réfléchis, même quand je m'occupais des règlements, des trucs comme ça, ou des organisations, je réfléchis souvent au public. Même si c'est juste les parents, comment est-ce que le public, les parents, va voir ça? Et si pour le public ou les parents, c'est laborieux, ou incompréhensible, pour moi, la règle est pas bonne. Ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ça soit un spectacle, quoi. Ouais. Il faut pas d'ennui ou de... Ouais. T'as peur de... Ouais. Parce que moi, déjà, je regarde jamais le sport à la télé. Je trouve ça ennuyeux très souvent de pas pratiquer, quoi, de voir les autres faire du sport. Ouais, je peux me laisser prendre au jeu, hein, mais c'est vraiment pas un rendez-vous pour moi, quoi. Eh bien, je vais rebondir sur ça, justement. Je voulais te la poser un peu plus tard, mais t'aurais pas fait du roller? Qu'est-ce que t'aurais fait comme sport? Comme sport, je sais pas. Je pense pas à un sport co, parce que je suis pas très sport co. D'accord. T'as rien qui te vient... Non, je sais pas. Ouais, il y a des sports co. Après, j'ai testé des trucs comme ça, à droite à gauche, un peu de boxe, un peu d'escalade, un peu de... J'ai bien aimé, mais je pense n'importe quel sport. Aujourd'hui, n'importe quel sport. J'ai fait un peu de muscu, j'ai adoré la muscu. Mais ouais, un peu... Je sais pas, mais en tout cas, je pense à un sport individuel. D'accord. Bon. Juste pour finir avec le compétiteur, ta plus belle victoire? Alors, c'est peut-être pas, comme tu en as parlé, c'est peut-être pas au niveau d'être finir le premier, mais allez, ton plus beau souvenir peut-être, ouais. Ce serait peut-être un run que j'ai fait à... Je sais plus comment ça s'appelait. Terrassa? Non. Enfin, à côté de Barcelone, en Espagne. On disait pas championnat du monde à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez de pays participants. On disait finale internationale ou un truc comme ça, je sais plus. 2006. Et là, je fais un run parfait, quoi. Un run parfait avec, à l'époque, des trucs vraiment bien. C'est net, c'est propre. Alors là, tu parles de slalom, hein, c'est ça? Ouais, classique sur musique, sur une musique de... Je pense que c'était The Feint. Et voilà. Ça, The Feint, j'essaie de mettre un petit extrait là-dessus. Ok. Et ton pire souvenir? Il n'y en a pas? Non, je sais pas. Ça se passe bien. Ouais, des fois c'était nul, des fois j'y arrivais pas, mais c'était Oui. pas grave, quoi. Je me souviens pas que ça a été grave. Bon, ok. Bon, Pierre, allez, on va aller sur ton côté formateur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ton public, pour qui dans le sens qui t'appelle pour faire des formations, ou c'est toi qui formes? Christine Carré à la fédération. Un jour on se rencontre, je sais plus pourquoi. Enfin, je la vois parce qu'elle me fait passer les diplômes, elle est là. Enfin, c'est la référente formation de la fédération à une époque.
D'accord. Qui se situe Bordeaux. sur Bordeaux, ok. Et cette femme, elle était à quelques années de la retraite, mais elle m'a dit ok, tu veux faire de la formation, je sais pas, j'avais présenté un dossier de BEF comme quoi je voulais faire de la formation, et puis on s'était rencontrés à 2-3 occasions, et puis voilà. Et elle m'avait dit si tu veux faire de la formation, ok, tu sais quoi, mets en place un BEF quelque part, et après on en reparle. Et elle m'a lancé ça en mode vous êtes sympa, le roller acrobatique on s'appelait à l'époque, mais bon, vous faites pas grand chose, vous mettez pas en place vraiment les choses. Moi j'ai besoin de travailler avec des gens un peu plus organisés. Et du coup j'ai mis en place un BEF sur une saison. Elle a dû me dire ça sur l'été 2008, et juin 2009 je suis arrivé, je lui ai dit voilà, j'ai mis en place la formation, il y a le contenu d'examen, il y a le livret de formation, voilà les questions d'examen, les vidéos d'examen, les trucs, le machin, j'avais tout mis en place. Elle m'avait donné un petit budget ou un truc comme ça. Et donc elle m'a dit ok, maintenant tu es le référent formation freestyle national, bravo. Ah, donc d'entrée, quoi. Ouais, et ça s'est passé comme ça. Je lui dois énormément, c'était une femme superbe. Bon. Donc elle n'y est plus sur... Non, elle est partie à la retraite quelques années après. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé à la fédération, donc Patrick Ringard, quelqu'un avec qui on avait a priori aucun atome crochu. On vient vraiment d'un monde complètement décalé. Mais la grande qualité qu'il avait, c'est que c'était quelqu'un qui se battait énormément pour mettre en place les choses, qui faisait confiance à ses équipes. Donc en fait, il a appliqué un peu la même méthode. Il a réuni tout le monde, il a dit faut faire ça. Et puis à la fin, il a dit ok, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et moi, je faisais partie de ceux qui faisaient plutôt bien, je crois, parce qu'en tout cas, il m'a énormément fait appel après. Et donc là, je suis devenu quelqu'un qui a fait beaucoup de formations à la Fédé. Je pense que j'en faisais vraiment beaucoup. Ouais, donc, mais tu dis que même si des personnes n'ont pas d'atome crochu, quoi, sur un projet, ça peut très bien marcher, quoi. Ouais, on s'est vraiment pris la tête avec Patrick. Ouais. On s'est vraiment, on a gueulé un peu, quoi, chacun de notre côté, parce qu'on avait du mal on vient vraiment pas du tout du même univers. Mais je pense qu'on avait le même objectif, et que tous les deux on passait des heures à essayer de faire les choses, et je pense moi j'ai reconnu son combat, et il a vu le mien, et on savait qu'on avait le même combat, quoi. D'accord, ok. Mais encore une fois, tu vois, c'est une histoire de rencontre, parce que je me dis, cette personne-là, Christine Carré, pour moi, si elle m'avait pas fait moi j'ai l'impression d'avoir rencontré des gens qui de temps en temps m'ont dit ok, je te fais confiance, je te donne les moyens de ma confiance, montre-moi ce dont tu es capable. Et j'adore fonctionner, parce que moi j'aime bien travailler en autonomie et être libre, donc j'adore qu'on me dise ça, qu'on me dise tiens vas-y, fais-le. Un défi, quoi. Ouais. Et j'adore relever ça, et voilà, et après c'est parti, quoi. Et j'ai rencontré des gens un peu différents qui fonctionnent pas comme ça, qui essayent de t'expliquer ce que tu dois faire alors qu'eux-mêmes ne savent pas le faire. Et bon, c'est plus compliqué. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens, et justement, avec les collègues, on a créé ce podcast pour ça. C'est par rapport aux rencontres que ça peut changer ton parcours pour quand tu rencontres quelqu'un, voilà. Tu as un projet, si tu rencontres une personne A, il va rien se passer, mais par contre si tu rencontres la personne B, ça peut vraiment marcher, et puis ainsi de suite, quoi. Je trouve de toute façon, il n'y a pas d'histoire sans rencontre, sans choses comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Donc du coup, une autre de formateur, tu faisais des parcours de formation plus ou moins courtes, longues, où il y avait un peu de tout. Ouais, il y avait un peu de tout, parce que j'ai fait les diplômes fédéraux. Donc les diplômes fédéraux, c'était 7 jours de formation, donc c'était une ingénierie de formation qui était assez courte. Et après, j'ai été missionné sur... je pense qu'après, j'ai été missionné sur les CQP, donc certificat de qualification professionnelle, qui à la FFRS, c'est des formations qui duraient sur 5 semaines. Donc bon, il y avait déjà un peu plus de travail.
Et puis après, j'ai fait les DE GEPS. Mais à côté de ça, je faisais aussi les formations de juge pour la commission roller freestyle. Ouais, voilà, j'ai fait une formation BP GEPS aussi pour le Greta, une époque à Marseille. Bon, voilà, j'ai fait des petits plans pour la ville de La Rochelle. Une fois, j'ai formé aussi. J'avais passé une semaine, j'avais formé un peu des moniteurs. Donc là, c'est pour des moniteurs pro, quoi. Qui Ouais. deviennent pro, quoi. Et vivre Mais soit bon, salarié, en soit à leur gros, compte. 95% de mon travail, ça a été pour la fédération, quoi. Ça a été... C'était bien. J'ai adoré faire ça. On me payait pour réfléchir à ce que je faisais. Des choses que je faisais depuis des années, mais je les faisais un peu instinctivement, un peu par rapport à ce qu'on m'avait dit, puis en corrigeant petit à petit les choses, mais sans... Je prenais du recul, mais sans plus que ça, quoi. Et un jour, on m'a dit, pose-toi et réfléchis à tout ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, comment tu l'as fait. Et là, voilà, c'est incroyable. Et après, on te dit, vas-y, explique-le à des gens. Et là, tu l'expliques à des gens. Mais j'ai pas répété un discours qu'on m'avait dit. En fait, j'ai pas, moi, mes formations, on va dire 75% des formations que j'ai faites, c'est pas un contenu qu'on m'a donné, comment devenir prof de roller freestyle, et après, répète-le à d'autres personnes. C'est moi, ma formation, elle était assez limitée pour devenir prof de roller freestyle, donc j'ai créé vraiment ce que je voulais dire. J'ai créé mon contenu, quoi. Et c'est pour ça que je suis parti à bout d'un mot. Parce qu'à la fin, on me disait il faut dire ça, dans cet ordre-là, de cette manière-là. Donc voilà, le créneau, le lundi matin, de 9h30 à 10h45, il faut dire ça, avec ce PowerPoint-là, qui est déjà prêt. Tout ça pour harmoniser, pour que tout le monde ait le même contenu. Et ouais, tu dois T'avais les mains liées, quoi. Ouais. Et puis ça, les gens qui te demandent ça, ils ont tellement pas compris ce qu'était le rôle de formateur. Et puis voilà. Et puis même le rôle, parce qu'à la base, ce sont je pense qu'il y en a qui étaient éducateurs ou animateurs ou entraîneurs. Ça veut dire que tu arrives devant un groupe de personnes, dans un endroit, dans un moment, et tu leur dis la même chose qu'à un autre groupe de personnes qui ne sont pas les mêmes. Tu leur dis... je comprends l'idée d'harmonisation, mais en fait, ça crée des choses à un moment donné qui ont... Plus ça va, plus tu perds du sens, quoi. D'accord. Et l'extrême, c'est quand on m'a dit, tu diffuses cette vidéo, elle dure 2 heures. Donc tu rentres dans la salle, tu fais asseoir les gens, tu appuies sur play, et il y a un mec qui explique il y a une vidéo, quoi, qui est diffusée, et de temps en temps tu fais pause pour voir si des gens ont des questions. Ouais, tu te retrouvais plus du tout dans T'es son plus rôle formateur, quoi. J'étais technicien de lecture de vidéos. lecture et pause de et vidéo. j'étais payé pour ça, et je pense qu'il y a des collègues qui ont dit mais c'est trop bien, je suis payé à faire ça, mais c'est trop bien. Mais moi j'ai dit mais c'est pas ça, c'est pas ça être formateur, quoi. C'est quand les gars ils te posent des questions, et des questions ardues, quoi, de leur terrain, tu fais ouah. Alors attends, moi j'ai vécu ça, on peut faire comme ça, et si on fait ça, c'est ça qui est bien, quoi. Moi j'ai participé à tes formations. Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben oui, monsieur. Ah oui. Non, moi ce que j'aimais, c'était ces formations, elles sont très vivantes, on participe énormément. Tu nous mets en confiance, en fait, et tu nous dis pas, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Non, moi ce que j'ai apprécié beaucoup, c'était le fait de, vas-y, donne ton avis. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. J'avais pas vu de cet angle-là, donc voilà. Tu freines pas les gens, voilà. Je suis arrivé dans la formation, première formation, je devais avoir 19 ans, 20 ans, quand j'ai donné 20 ans, quand j'ai donné mon premier mon premier cours de bif, j'étais sûr de moi, et je disais, c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis ressorti après avoir fait, il y a des années où j'ai fait jusqu'à 12 semaines de formation, quoi. Et je suis ressorti à 38 ans, 37, 38 ans. Et je suis ressorti en me disant, oh putain, je sais pas si ce que je dis, c'est ça. Plus ça allait, plus je me disais, waouh, en fait, j'ai vu tellement de cas, tellement différents,
qui fonctionnent, que ça devient vraiment très dur d'en sortir des... En fait, les trucs universels que j'en ai ressortis, c'est très très faible, quoi. Enfin, c'est très peu. Et la recette, elle est minimaliste. D'accord. Voilà. Bon. Tu changerais des choses, là, si tu revenais en arrière? Sur quoi? Sur le parcours de formation? Ouais. Ouais, bah, oui, bah, j'essaierai d'être meilleur formateur. Hein. Bon, je pense quand même qu'il y a des résultats. Pierre, on va finir avec ton... Enfin, il y a des choses encore à voir, mais l'entrepreneur. Oui. Voilà. Donc, tu fais partie de... Enfin, tu es le créateur de Rool, R-O-O-L. Explique-nous, en gros, ce qu'est Rool. Rool, c'est une franchise. Donc, c'est un réseau d'entreprises qui permet à différentes structures professionnelles, donc en fait plusieurs entrepreneurs, de se réunir et d'utiliser les mêmes outils pour fonctionner individuellement. Je ne sais pas si c'était très clair, j'ai essayé de faire une présentation un peu institutionnelle. Non. Bon, je sais pas, c'était clair ou pas? Tu peux dire, bah en fait, Tu veux que je te le dise en non, plus à l'arrache? En fait, ouais, en plus à l'arrache si tu veux. En plus à l'arrache, on a un groupe de profs de roller et on est tous indépendants. Mais on a quand même une charte de fonctionnement collectif. Tu centralises le tout, quoi. Ouais. Par rapport à un fonctionnement et une image. Ouais. Et donc en fait, c'est une franchise d'entraide. C'est une franchise, ouais, on pourrait dire d'entraide. C'est pas mal ça. Oui, parce qu'en fait, tu as un peu tous les... Parce que dans le roller, c'est vrai qu'on a dit, mais c'est le roller freestyle, ta spécialité. Ouais. Et donc tous les profs sont issus c'est des anciens riders, c'est ça, des anciens compétiteurs? Pas forcément, parce que attends, je réfléchis, mais il me semble que t'as pas beaucoup fait de compète. Enfin, si, mais dans un autre sport. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas que des compétiteurs. Raph, si je fais le tour, là, nanana. Ouais, Alors, c'est vrai que si tout ouais. le monde a fait des compètes, mais bon, toi, t'as pas fait de compète en roller, par exemple. Non, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais je le dirai dans la présentation. C'est vrai que je suis aussi entrepreneur. J'ai une boîte de plaques aux peintures, mais je suis aussi moniteur de roller, dont les formations que j'ai eues avec Pierre. Et ancien rugbyman, beaucoup de compétitions, mais là, c'est vrai que j'étais pas mal centré sur le roller loisir, voilà. Ouais. Donc, mais c'est quand même... je reviens sur le roller loisir, c'est une grosse partie de l'activité quand même. Aujourd'hui pour moi? Ouais. Ah oui, bah là maintenant je suis revenu à, on va dire, à 98% sur le roller loisir. D'accord. Ouais. Vous êtes combien chez Rool? On est 10 professionnels. D'accord. Et après il y a tous les copains autour. Donc tu rajoutes... une quinzaine de personnes, enfin on va dire une dizaine vraiment qui sont actifs et qui sont fixes, et voilà. Et après des fois il y a des copains qui viennent de temps en temps, une fois de temps en temps quand il y a un besoin particulier, des gens que je connais qui sont des copains mais qui sont pas forcément chez Rool mais qui viennent donner un coup de main à Rool de temps en temps. Oui, parce qu'en fait il y a des cours à l'année, des cours classiques de septembre comme un cycle scolaire, mais il y a aussi par exemple des découvertes. Quand une ville vous appelle ou sur un événement, tout ça, pour faire découvrir et faire une animation. Ouais, on fait ce qu'on appelle des villages rollers ou des patinoires rollers. D'accord. En fait, on vient sur un espace et puis on installe des tentes d'accueil. Les gens viennent prendre des patins, des protections, et puis on leur donne des cours. On fait des animations pour qu'ils apprennent à rouler, ou s'ils savent déjà rouler, on les fait progresser. Ok. Le secteur ? Toute la France et même au-delà de la France, puisqu'on a... moi, j'ai fait déjà des stages à l'international. Et puis, Dame, Fall va aussi faire des interventions internationales. Stéphane aussi, Stouffluchy. Donc, Dame Fall, qui est camerounais, hein ?
Sénégalais. Sénégalais, Ouais. pardon. Qui est C'est pas loin. sénégalais, qui est champion du monde de hauteur pure. Ouais. Et la hauteur 1m60 et... Alors cette année, là, il y a 15 jours, il a fait 1m69 et son record c'est 1,71 à ce jour. Mais en tout cas, ouais, on va sur toute la France. Ouais. Alors moi, je suis du côté de Niort, donc Marais, Poitevin, tout ça. Mais bon, donc j'interviens plus Pays de Loire, Vendée, tout ça, machin. Et puis ma région, Poitou-Charentes. Mais en vrai, bah, aujourd'hui, je suis à Toulouse. Bientôt, je vais à Clermont-Ferrand. Je vais du côté de, je sais pas, Sainte-Ménéhould, dans la Marne, Oui. où je vais sur la côte d'Opale, Ouais, donc c'est Non, les c'est vraiment territoires. Ouais. ouais. Et justement, ça, par rapport à... c'est un secteur qui est concurrentiel au niveau de... On n'est pas très nombreux quand même. Ouais, à Ouais, faire ouais. ça, ouais. Ouais, on n'est pas très nombreux. Et puis, bon, je pense que moi, la force de ceux qui me connaissent et de Roule, c'est que, bon, bah, moi, les gens me voient depuis, ça fait je suis professionnel depuis 2001, donc là, ça fait 22 ans que je suis professionnel. Et Roule, ça fait depuis 2013. Donc, ouais, bon, ça montre que ça tient le coup. Et puis, les gens me connaissent, ils voient que je suis sérieux, Puis, tu sais, si tu fais les choses mal, je pense que ça se sait de plus en plus au fur et à mesure et tu dures pas quoi. Ouais, tu mets longtemps à construire une image, Ouais. mais ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Quoi. Ouais, ça peut aller très vite, mais du coup, normalement, si tu es un peu solide, bon, à moins vraiment qu'il y ait des choses incroyables, mais bon, Parce que tu peux rater un stage un jour, hein, faire que les gens ton stage, ils l'ont trouvé moyen bof, mais bon, sur la quantité quand même. ouais, parce qu'il y a donc tu es présent sur les réseaux sociaux. J'essaie un petit peu, mais c'est Ouais. pas mon dada. Ouais. Non, mais après, je veux dire que il y a quand même des choses qui sont mises en place au niveau de vidéos, au niveau de plaquettes, tout ça, pour les animations, de qui on est, qu'est-ce qu'une animation roule, voilà, c'est quand même détaillé. En tant qu'entrepreneur, tu as mis de la communication en place. Il y a des flyers, des choses comme ça pour quand un client t'appelle, soit une école, soit un centre de loisirs, des choses comme ça. Si ils connaissent pas Roule, de dire qu'est-ce que c'est Roule. Voilà, ils peuvent aller voir une vidéo sur Insta quand même. Il y a des choses qui sont mises en place. Tout ça. Et puis j'essaye que le parcours clientèle soit fluide, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut quelque chose, souvent, alors soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils savent juste qu'ils veulent du roller, mais ils n'ont pas du tout réfléchi à plein de choses, ce que je comprends tout à fait. Soit ils savent ce qu'ils veulent, mais du coup, peut-être que ça colle pas. Et j'essaie que le parcours clientèle fait qu'à la fin, c'est clair pour eux. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent ce qu'ils vont avoir avec Roule. C'est un peu l'objectif. D'accord, ok. Écoute, Mais de manière un peu simple, quoi. Il n'y a pas 10 000 processus, quoi, en vrai. Voilà. Bref, voilà. bon, la partie avec tes collaborateurs, ça se passe bien? Ou la gestion du personnel, c'est un bien grand mot. Non, quoi, c'est mais pas le faire. non, de mes tu vois ce que collègues, je veux de dire, mes quoi, des collaborateurs. collègues. J'ai commencé Roule, je vais te dire honnêtement, je m'étais dit, moi je voudrais qu'on arrive au moins à 50 moniteurs à travers la France et qu'on se développe à l'international, parce qu'à l'époque je m'occupais de l'équipe de France, donc j'avais mes réseaux. C'est vrai qu'on a, sur le côté formateur, on n'en a pas parlé de l'équipe de France, ouais. Mais du coup ça c'était mon objectif, et mon objectif après avoir franchisé les 2 premiers, je me suis dit, oulala, on va peut-être pas aller à 50. Et depuis, j'avance, mais doucement, et il y a plein de choses. Chaque collaborateur, c'est un peu comme en formation. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle saison, je me rends compte qu'il y a une nouvelle façon de fonctionner avec tel franchisé. Et ça peut perturber. Ouais. C'est vrai que dans la partie, je refais juste une petite parenthèse sur la partie entraîneur. Alors, je sais pas si c'est entraîneur ou formateur au niveau de ta casquette de sélectionneur de l'équipe de France. J'étais plutôt le sélectionneur, Ouais. Donc, on peut dire que c'est une 5e casquette. si tu veux. Allez. Je ne sais pas. T'as plein de casquettes. Mais j'adore les casquettes.
Il y a des casquettes que je ne peux pas te montrer. Donc, sur cette partie avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur l'équipe de France? Non, mais tu l'as fait pendant combien d'années? 10 ans, 10 saisons. Ouais. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, comme souvenir, des trucs de dingue. Mais ce que j'en garde au final, c'est l'expérience où je me dis qu'il y a qu'il y a pas beaucoup de sens par rapport à ma vie. On y reviendra. Ouais, je te poserai la question là-dessus. Je vois où tu veux en venir, ouais. Mais c'est l'expérience qui m'a le plus transformé, je pense, et qui m'a fait découvrir. Forcément, ça fait découvrir le monde au sens propre, quoi. Oui, parce que tu as parcouru la planète quand même avec les différentes compétitions. Ouais, j'ai pas fait trop l'Amérique, mais ni tout le continent, quoi. Mais ouais, j'ai quand même. Moi, je faisais 3 pays par an, quoi, en gros. D'accord. Et oui, ça te fait découvrir des choses que tu n'avais. Ça te fait grandir, quoi. Tu vois le monde un peu plus de haut. Quoi. Dans quel sens? Dans les deux sens? Ouais, dans les deux sens, ouais. C'est-à-dire, tu découvres à quel point le monde est vaste. Et encore, t'imagines, moi, c'est ridicule, je veux dire, ce que j'ai fait. Mais déjà, tu prends un peu plus conscience des choses. Tu découvres d'autres cultures. Et c'est pas la même chose de les découvrir sur Arte que de les découvrir en vrai quand... tu le vis, quoi, l'expérience, ouais. Surtout qu'à l'époque, c'est la même chose, tu vois, le DTN, Hervé Lallemand, que moi j'appréciais. Au début, c'était, ton budget, c'est, là, t'as 30 000 balles pour faire ça. On vire 30 000 balles sur ton compte. Donc, je sais pas si ça se fait encore, ces trucs-là. Mais on vire 30 000 balles sur ton compte. Et puis, à la fin de la saison, on veut toutes les factures, tous les justificatifs et tout. Et en fait, tu t'organises et donc, forcément, moi, je prenais pas les hôtels 4 étoiles et je faisais les courses et on prenait le métro et on prenait le bus. Et donc, t'es plongé dans la vie. Enfin, à l'époque, moi, on était plongé dans la vie des locaux. Des locaux, ouais. Ouais. Mais, on n'était pas comme le dernier Roller Games que j'ai pu faire où j'ai même pas pris mon billet d'avion. On m'a dit, tiens, tu viens à cet aéroport-là. Je suis venu. On m'a pris en charge dans une navette à la sortie de l'aéroport. On m'a posé dans l'hôtel 5 étoiles. C'était je sais plus quoi là. Moi je sais plus. Mais et puis après tu manges dans l'hôtel, tu restes dans l'hôtel et puis tu prends la navette pour sortir de l'hôtel pour aller sur le site de la compète. Et j'ai fait ça pendant 11 jours. Et là mais tu vois rien, quoi. Ouais, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, en fait, avant tu organisais tout, donc en fait. Tu étais vraiment comme un local, quoi. Tu vivais. Ouais, moi je louais des Airbnb. Les transports en commun, les choses comme ça. Ouais. Tu fais la cuisine avec, tu vois des toilettes différentes, des ustensiles de cuisine différents, tu vois des appartements différents, tu vois des carrefours différents, tu vois des habitudes différentes, tu vois des polices différentes, tu vois des hôpitaux différents. Et pour je pense que ça peut être une bonne expérience pour les compétiteurs ou une expérience de vie qui est... C'est incroyable. J'avais commencé à écrire des trucs là-dessus, puis je me suis arrêté, mais ça fait partie des dichotomies qui se forment, quoi. D'un côté, je me dis c'est n'importe quoi d'emmener des gens et de dépenser autant d'énergie, d'argent et de budget pour emmener des gens faire... je vais le dire vulgairement, ça peut choquer venant de ma bouche, mais s'amuser autour de plots pendant 2 minutes. À 10 000 bornes de là, le bilan carbone est horrible, la pollution est horrible, tout est horrible. Tout ça pour aller faire un peu de slalom, quoi. Ouais. Ça a pas de sens, quoi. Enfin, quand je pense à l'argent, tout ce que tu pourrais faire avec des budgets comme ça. Mais en même temps, je pense que les gamins qui ont vécu ça, en tant qu'athlètes, et là je mets vraiment un gros si, s'ils sont accompagnés d'une certaine manière, je pense que ça les transforme à jamais plutôt en bien, quoi. Ça leur ouvre des... C'est une expérience de vie. C'est une expérience incroyable. Mais ça dépend comment tu l'emmènes. Parce que et c'est la tendance, et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, si on leur dit viens dans l'hôtel, on fait des séances photos pour te mettre sur les réseaux sociaux, et puis après tu prends la navette, tu fais ça, tu poses devant tel truc, là tu reviens, il faut que tu fasses ton com Instagram, et en fait à la fin
J'ai vu des trucs, c'est horrible. J'ai vu le pire de l'humain. Voilà. Tu es dans la misère, tout ça, ouais, les... Ouais, et alors autant dans la misère des gens qui nous accueillaient. Ouais, j'ai posté un petit article comme ça, mais je crois que je les ai enlevés sur teamrule.com. J'ai enlevé les articles, je crois. Et mais oui, donc il y a le pire de la misère qu'on croise. Bah, tu sors du Hilton, tu vas 2 rues derrière et puis tu croises le pire, quoi. Ou enfin bref. Mais aussi le pire des athlètes qui sont tristes, qui sont malheureux, qui font la gueule, ça se passe pas bien. Séance photo Instagram, on va bien, on est content, nanana. C'est fini, je refais la gueule, je me ferme, je me casse, vous me faites chier. Et les gens qui sont de l'autre côté, dans les clubs, ils voient ça. Ils voient oh putain, mais moi je veux faire comme ça. Alors qu'en fait, ils voient un truc, ils croient que c'est bien, on leur fait croire que c'est bien. Donc en plus, ils vont devenir... ils visent à faire la même chose, sauf qu'en fait, c'est vraiment pas bien, quoi. Enfin, parfois, c'est vraiment pas bien. Eh bien, justement, je pense que ton parcours, tout ça, on a vu. Et maintenant, on va entamer, mais qui est vraiment Pierre Sella avec tes convictions, justement. D'accord. Si tu as envie de faire passer des messages. Je pense qu'on vient de l'entamer, là, justement, ce que tu disais. Tout ce qui est au niveau, mettre de l'argent pour aller faire, comme tu disais, 2 minutes du roller autour des plots, tout ça. Pour toi, ça te paraît complètement insensé. Ouais. Et bien écoute, je vais te poser des questions, ça nous emmènera là où ça nous amène par rapport à toi, voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est Je me méfie. Mais n'aie pas peur, ça va bien se passer, Pierre. Voilà. Bon, j'ai plutôt une question. Bah là, je pense savoir la réponse, mais t'es plutôt ville ou campagne? Ah, je suis plutôt campagne. Ouais. Je trouve que les rapports humains sont pas les mêmes. Je trouve que les rapports à notre environnement n'est pas le même. Je dis notre environnement, je pense aux saisons, à l'eau, au potager, tout ça. Je trouve que tu vis différemment. Voilà. Bon. Mais justement, qu'est-ce que tu fais en dehors du roller? Quand tu choses pas ou que tu fais pas que tu n'es pas éducateur, tout ça, pour te détendre, est-ce que c'est un autre sport? Donc on sait que non. Mais voilà, ce que tu aimes bien faire. Donc tu as certainement un jardin. Oui, j'aime bien. Ouais. Ça pousse pas trop, mais j'aime bien. Tu tentes? Oui. Non, ça va, ça pousse pour moi, quoi. Mais bon, je suis pas un maraîcher. D'accord. Mais c'est quelque chose qui te tient à cœur, quoi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Je mange, je vais pas dire tous les jours, mais quand même très régulièrement des trucs qui viennent que de mon jardin, quoi. Je me fais souvent des assiettes qui viennent que de mon jardin. D'accord, ouais, c'est important. Moi, j'ai des poules aussi. Ouais, non, mais tu peux le dire. Hein. Je te sens gêné de parler de tout ça. Oui, tu sais, j'aime pas. C'est mon jardin secret. Non, mais je suis sur la même. Voilà, bah non, mais j'aime bien les choses simples. Et puis et en fait, tu crois que c'est simple, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus complexe de faire pousser des carottes que de je sais pas moi, que de faire un formulaire Google Form. C'est vraiment beaucoup plus complexe de faire pousser des carottes. Ouais, mais au point de vue expérience, c'est quand même, t'es beaucoup plus fier d'avoir fait pousser des carottes. Ouais, mais je suis pas dans le monde dans lequel on vit, je suis pas sûr que ce soit une grosse plus-value. Ouais. De ça, si tu sais manier tous les outils informatiques, c'est vraiment une meilleure plus-value que si tu sais faire pousser plein de légumes sans traitement et tout ça, quoi. Et ouais. Alors qu'il y en a un qui est vraiment plus complexe que l'autre, à mon avis. Et t'aimerais que ça change, ça? Ou alors moi j'ai perdu beaucoup d'espoir, on pourrait dire, ou de crédulité, je sais pas. C'est au retour du Covid. Ouais. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit, oh, alors là ça y est,
les gens ont pris conscience. Ça y est, ils achètent local. Ça y est, Ok, ils font vague, tourner ouais. les petits artisans du coin. Ça y est, ils font leur potager. Ça y est, ils se mettent à cuisiner. Ça y est, ils passent du temps avec leurs enfants. Ils ont compris que c'était pas la panacée d'aller bosser pour avoir une bagnole à 50 000 balles avec un crédit sur 15 ans pour une voiture. Et voilà. Et en fait, le retour du Covid, enfin la fin des interdictions Covid, ça m'a montré à quel point. Tu veux dire que tout le monde est reparti dans ses habitudes? Et puis puissance 10, quoi. Ouais. Mais ouais. On dirait qu'ils étaient en sevrage, hein, on dit, et qu'ils sont jetés encore plus sur des choses qui semblent non nécessaires, Ouais. non essentielles. Ouais. Et puis les gens te valorisent. Plus t'as du superficiel, plus t'es valorisé. Si t'as une bagnole à 50 000 balles, on te valorise vachement. Ouais. Et même si par derrière, tu passes pas de temps avec tes gamins, tu les renvoies chier, tu les mets à la crèche dès que ça te saoule, tu les mets devant Gulli. Eh ben oui, mais il a quand même une bagnole à 50 000 balles. Donc c'est quand même vachement bien. En fait, je comprends le message que tu veux faire passer, c'est plus la richesse dans tout ça, c'est plus les relations entre ta famille, les gens que tu connais, tes amis, tout ça, que de posséder du matériel ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Ouais, enfin, pour moi, oui. Oui, non, mais c'est ça que, voilà. Mm. C'est... Et si on arrêtait... Mais non, mais bref. Vas-y. Non, mais- J'ai arrêté d'y croire. Mais si on arrêtait juste de consommer rien que le superficiel, Ouais. le changement que ça ferait. Les Les répercussions que ça aurait ce sur serait le monde. incroyable. Les gens qui regardaient des émissions de dope parce qu'on dit oui mais moi ça me permet de pas réfléchir. Oui mais pourquoi tu veux pas réfléchir en fait ou moi j'aime bien ça me détend. Non tu regardes et du coup ça alimente ces émissions que je trouve horribles. Ouais. Et puis du coup on va consommer des jouets en plastique qui vont tenir une semaine et qui vont être pétés et puis on va ouais, enfin bon bref tout ça qui va tout ensemble quoi. On va faire de la bouffe à pas cher parce qu'on n'a pas le temps et qu'on réfléchit pas, alors que tu peux faire de la bouffe au même prix et saine quoi, mais qui va pas être ce qu'on t'a vendu à la télé. Enfin bon voilà toutes ces choses. Ouais, non, mais je comprends. Tu as des projets, pro ou non, hein, je te parle Toujours. toujours. Ouais. Tu peux nous en dire un ou pas? Ou c'est secret? Je peux t'en dire un, je travaille beaucoup sur la rénovation de bâtiments de manière écologique et avec pour objectif un peu d'autosuffisance. D'accord. Voilà, je travaille dessus dès que je peux. J'y passe beaucoup de temps et voilà. Je sais pas comment ça va enfin, si, il y a une partie, je sais comment ça va se concrétiser en partie, mais je sais pas jusqu'où ça ira. Mais c'est un gros projet. D'accord. Enfin, T'as un corps de ferme, c'est ça? Ouais. Et que petit à petit, tu fais de la rénovation, voilà, pour pouvoir vivre pas en totale suffisance, quoi, mais le plus possible. Ouais, en tout cas, ce qui me convient, quoi. Ouais. Ouais. Ce qui te correspond. Ce qui me correspond, ouais, voilà, exactement. D'accord. T'as une habitude, alors je passe du coq à l'âne des fois, mais t'as une habitude. C'est vrai, tu passes souvent du coq à l'âne. Ouais, mais j'aime bien. Comme ça, c'est pas. Je te pousse à réfléchir tout le temps Oh là là. que d'être linéaire. Ah ouais, je comprends. Bah, ça marche. T'as une habitude pour te sentir bien? Promenade, film, musique, etc. J'ai découvert un truc il y a pas trop longtemps, il y a quelques années. Je dors. Ouais. Et ça, je faisais pas. Avant, quand j'avais des choses à faire, eh ben, je les faisais et je me réveillais plus tôt ou je me couchais plus tard pour les faire. Parce que fallait les faire. Et depuis quelques années, eh ben, je dors et après, je le fais. Mais c'est tellement mieux! T'es aussi efficace, même plus. Ah ouais, je suis plus efficace. Je suis beaucoup plus efficace.
parce que je prends des bonnes décisions du coup, et je le fais bien du Ouais. coup. Alors que quand tu le fais en t'endormant, en prenant un café à 23h en disant putain faut que je tienne encore au moins 3 heures là, et que t'en peux plus, bah en fait t'es pas du tout efficace quoi. Donc, et puis tu prends pas des bonnes décisions. Alors que quand tu dors et que tu dis je dors et je vais le faire demain, et puis bah du coup tu prends des bonnes décisions, puis du coup je sais pas, du coup ouais, tu vas gagner du temps sur d'autres choses. Tu vas prendre des décisions après qui vont te faire gagner tellement de temps sur d'autres choses. Tu veux une bonne nuit de Alors, moi je suis d'accord avec toi. Sur ma partie donc entrepreneur que j'ai quand je fais du placo, de la peinture, j'ai toujours l'impression que je fais beaucoup plus ma journée le matin, que je suis vraiment efficace, même si j'avance l'après-midi, mais après une bonne nuit de sommeil, tout ça, tu te réveilles bien, tu prends bien ton petit déj et c'est parti, ouais. Ouais. C'est vrai que le sommeil, en fait, je trouve, ça conditionne ton état, ta prise de décision, tout ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Que si Faut l'expérimenter, mais Ouais, parce que tu es toujours pris. C'est vrai qu'on a de plus en plus des vies de fous, quoi. Faut que ça aille plus vite, faut être plus productif. C'est toujours enchaîné. Tandis que si on met en avant le fait de dire, je me couche plus tôt ce matin pour être plus efficace pour être bien, pour prendre des bonnes décisions, tout ça, ouais, ça coule plus. Et se sentir bien. ouais, se sentir bien. Tu te sens bien et quitte à et surtout tu prends des bonnes décisions quand t'es reposé, quand t'es lucide, quand tu vas discuter avec des gens calmement, sans regarder ta montre et dire bon allez j'ai 5 minutes à t'accorder et après go hein. Ouais. Et en fait le fait de te poser, tu prends du recul et du coup y a simplement ok t'avais pas de temps de le faire, mais sauf que en te posant tu te rends compte que tu fais des choses qui servent à rien, qui te font perdre du temps. Tu fais des réseaux sociaux, tu fais des trucs qui te servent à rien, quoi. Et du coup, en fait, c'est là où tu perds du temps. Donc, on a tout à y gagner, à prendre du recul, se reposer, se poser. Voilà, on a tout à y gagner. Non, mais je suis d'accord, je suis amplement d'accord avec toi, Pierre. Allez, une petite dernière question. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Un truc que tu aimerais nous partager? Ça peut être un livre, ça peut être une musique, une chanson, un film, une série, un plat, une boisson. Que quand tu dis « Ouais, c'est ça c'est bien. Ça, c'est bien ça. » Qu'est-ce que tu as bien faire ouais, dans les sujets que je t'ai donnés? Je sais pas trop. J'ai l'impression de faire... ou alors je pourrais dire ça, c'est de faire un peu ce qu'on a envie de faire, mais c'est hyper facile de... Enfin, c'est hyper facile. Non, c'est pas facile, mais je dirais qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Sur l'instant? Ouais. Ouais, sur l'instant ou sur la durée, hein, mais c'est parfois difficile et compliqué. Des fois, on a l'impression qu'on va faire une grosse connerie, mais faire ce qui nous... un peu fonctionner à... t'as dit à l'instinct? Non, à l'instant. À l'instant, ouais. Ah ouais. Ou à l'instinct, hein. Parce que ouais. je dirais presque des fois, il faut fonctionner à l'instinct. De se dire, bon, je vais arrêter ça. Quand j'ai coupé les ponts avec la fédération, entre l'équipe de France et la formation, je me suis coupé de plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Et bon, ça fait un peu peur, quoi. Tu vois, on sortait du... Enfin, il y en a un, c'était avant le Covid et l'autre après le Covid. Je me suis dit, est-ce que je fais pas une grosse bêtise, quoi? Et en Mais fait, tu le sentais que c'était ça? Ouais. En fait, je voulais pas continuer, ça me plaisait pas. Donc, ça me convenait plus. Donc, j'ai arrêté en me disant, on va voir. Mais bon, c'est facile parce que j'ai pas d'enfant, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas trop de responsabilités, d'engagement. J'ai pas des crédits énormes sur le dos. Donc, mais en fait, il s'est passé tellement de choses, mais tellement bien depuis. Ouais, t'as pris. Moi, je sais. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. J'ai souvent pris des décisions où je me suis dit, là, c'est peut-être un peu risqué ce que je fais quand même. Mais comme je risque pas grand-chose, si ce n'est me casser la gueule, je me dis, allez, j'y vais. Et en fait, derrière, bon, je dis ça, mais il y a quand même des moments où c'est dur. Et du coup, dans l'autre truc que je voulais te dire tout à l'heure, je dors. Donc ça, j'ai découvert il y a pas longtemps. Mais il y a un autre truc que je fais depuis que je suis petit, et ça m'a beaucoup aidé, c'est la discipline.
C'est quand je me suis dit quelque chose, je me le fixe à moyen, long terme. Et je travaille fort. Enfin, je me le répète, je me conditionne un peu pour dire non, ce sera comme ça. Et c'est pas grave si c'est pas exact. Le résultat est pas exactement celui que je me suis donné. Tu baisses pas les bras. Mais la direction, je la maintiens, même si j'arrive pas vraiment à ce que j'avais dit, mais je maintiens la direction. Et après, ça peut dévier, hein, c'est normal. Mais voilà, si je me dis pendant les 5 prochaines, bon, tu vois, j'avais des trucs qui devaient arriver jusqu'à mes 40 ans. Ouais. Et ben, je m'étais dit, jusqu'à 40 ans, je vais faire ça. Et voilà. Et le jour de mes 41 ans, j'ai fait oh. C'est fait. Et en fait, eh ben, ça m'a poussé à faire plein de choses où je me dis putain, je suis tellement content de l'avoir fait, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je fonctionne souvent sur ce qu'on ressent dans le bide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah si, je vois. Ouais. T'as un instinct qui te dit ouais, là j'ai une bonne sensation, faut que je fonce. Comme tu as dit tout à l'heure avec si tu lâches un gros contrat là comme la fédération de roller, tu te dis je prends un risque et c'est tout, mais je sens que c'est la bonne direction à prendre. Ouais. Et en général, on dit que ça se sent dans le bide, quoi. Et moi je fonctionne souvent comme ça. Je prends des décisions. J'aime bien pas me mettre en risque, quoi, mais dire quoi qu'il arrive, voilà, je baisserai pas les bras. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour que ça marche. Ouais. Et c'est un peu contradictoire en plus ce qu'on vient de dire entre le côté je vais aller jusqu'au bout. Donc Et je je me mets une relâche. certaine discipline et je dis j'ai dit que je vais aller le faire, je vais le faire. Et de l'autre côté, le côté non, faut faire ce qu'on a envie. Donc là, j'ai pas envie. Et bon, c'est peut-être Oui, mais tout en gardant c'est un jonglage entre les deux, quoi. certaines mesures, parce que c'est vrai que ça demande de l'organisation. Des fois, on en a parlé tout à l'heure aussi de comment adapter son travail, des choses comme ça. En dehors du micro, hein, je parle. Hein. Mais c'est vrai qu'on disait, pourquoi pas travailler avec des horaires peut-être moins d'amplitude, mais beaucoup plus efficacement. Sur le long terme, ça va se ressentir, quoi. Voilà. Donc on peut avoir un objectif qui sera peut-être plus loin, mais tout en se respectant, en prenant le temps, comme tu disais, de se reposer, d'y réfléchir, voilà, que de foncer tête baissée. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras ou quoi que ce soit, mais qu'on s'adapte, voilà, par rapport à nous, par rapport à notre corps, par rapport à notre esprit, tout ça, ouais. C'est beau. Tu vois, je t'écoutais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qui parle bien. Bon, écoute, Pierre, je te remercie pour ce moment passé ensemble. Et on se reverra. De toute façon, nous, on se reverra prochainement. Et puis, je vous dis à tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Et puis, à une prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me suivre donc sur la page Instagram et Facebook, le podcast de Christophe, et donc écouter les prochains épisodes sur toutes les plateformes de podcast, notamment YouTube, Apple Podcast, Spotify, Deezer et les autres. Voilà, merci de me laisser 5 étoiles, ça me donnera beaucoup de force pour la suite. À bientôt.